Il y a plusieurs choses qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle des Vikings. Leur fameux bouclier rond, leur superbe bateau qu'on appelle Langskip ou Kopskip en fonction de l'objectif du navire, et non pas des dracars pour rappel. Et bien sûr, leur fameux casque à cornes. Non, ça va, je déconne. Je parle bien sûr de leur fameuse épée, la Ulfberht. Si vous avez un petit peu suivi le délire autour de cette épée, vous avez certainement entendu dire que c'était l'épée parfaite de l'an 1000, et que jusqu'au XVIIe siècle, on n'a jamais réussi à reproduire un acier qui soit aussi parfait que ces épées, alliant à la fois efficacité et durabilité. Mais qu'en est-il vraiment? La Ulfberht, c'est une épée utilisée dans le nord de l'Europe entre l'an 800 et l'an 1000, notamment par les nobles et l'élite scandinave. C'est une épée à une main qui mesure environ 80 cm et qui est à double tranchant. Elle tire son nom de cette inscription, Ulfberht donc, que l'on retrouve sur le plat de la lame. Certains pensent que ça aurait une connotation religieuse ou que ce serait le nom d'une dynastie scandinave. Mais l'idée la plus cohérente et finalement la plus logique, c'est que ce serait la marque de l'atelier qui les fabrique. Ou en tout cas, le nom des propriétaires de la forge qui la font fabriquer. Sachant que c'était une pratique finalement assez courante à cette période-là de notre histoire. Des historiens pensent plus loin et parlent d'une fabrication au sein d'un monastère à cause de la présence des croix dans le nom, qui seraient en fait des croix grecques, un usage réservé aux membres du haut clergé. On a souvent fait le lien entre l'église avec un grand E et les arts martiaux pour se dire que cette théorie n'est pas impossible. Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions et des théories, donc on va dire qu'on ne sait pas. On a retrouvé environ 170 épées de ce type avec des variantes orthographiques dans l'inscription. D'après les recherches d'Alan Williams, celles avec une écriture qui varie de celle qu'on considère comme étant l'original sont simplement des modèles de contrefaçon. Et oui, on n'a pas attendu les Chinois pour ça. Et d'après Williams encore, celles avec la bonne inscription ont toutes pour point commun d'être avec des lames avec un acier hypereux tectoïde. Ok. C'est-à-dire avec un haut taux de carbone, et donc pour lui, ça ne pouvait être que des épées avec de l'acier au creuset. Petite parenthèse forge pour vous expliquer ce que c'est l'acier au creuset. Et je remercie encore énormément Fabrice Cognot qui m'a éclairé là-dessus. Comme ça au moins ça va me permettre de vous l'expliquer correctement. Vous trouverez en description un lien vers son site et ses différents réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à aller voir, il fait un travail de forge formidable. En fait, l'acier au creuset, c'est du fer, ou tout du moins de l'acier avec très peu de carbone, qu'on met en présence de carbone à très haute température dans un espace fermé. Enfin, juste assez ouvert pour laisser s'échapper le gaz. L'apport de carbone permet de faire baisser le point de fusion du mélange. Et du coup, c'est ce passage par la phase liquide qui permet de se débarrasser des impuretés présentes dans le fer mis dans le creuset. Ce fer pouvant être très hétérogène au départ, la fusion permet d'harmoniser un petit peu le tout. Le truc, c'est qu'on se retrouve avec un métal très chargé en carbone. Et je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur le katana que c'était pas forcément une bonne chose. Car l'acier est alors très dur et donc très cassant, parce qu'au final il est à peu près aussi souple que moi, c'est-à-dire pas du tout. Et c'est du coup tout un casse-tête pour le rendre exploitable sur une lame. Oui, parce que la plupart du temps, dans les zones où on faisait de l'acier au creuset, c'était pour avoir des lames avec cet effet damassé tant recherché, qui fait effectivement des lames super belles avec de très beaux motifs dessus. Mais cette méthode, elle n'est pas scandinave, elle nous vient du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Et là vous vous dites peut-être que c'est plutôt étrange d'avoir de l'acier oriental pour des épées scandinaves. Mais pas vraiment, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que les Vikings, c'était avant tout des explorateurs et des marchands. Et ils ont voyagé les bougres. On retrouve de nombreux témoignages d'échanges commerciaux et diplomatiques entre les peuples scandinaves et les peuples du Moyen-Orient à cette époque. Donc c'est pas déconnant du tout. D'autant qu'on retrouve en Suède de nombreuses pièces diverses qui ont été faites dans un argent venant d'Afghanistan, ce qui appuie du coup pas mal l'hypothèse que l'acier aurait pu être importé directement en Scandinavie pour que les épées soient faites sur place. Sauf que... c'est peut-être pas aussi simple que ça en fait. Parce que les études d'Alan dont je vous ai parlé plus tôt, elles ne reposent que sur des toutes petites sections des tranchants des lames étudiées. Donc c'est un petit peu léger pour affirmer que les lames ont été conçues avec un acier au creuset du Moyen-Orient. De plus, parmi tous les modèles d'Ulfberht, la qualité des épées est extrêmement variable et ce, indépendamment de l'orthographe de l'inscription. D'autant que l'acier au creuset du Moyen-Orient, il contenait du phosphore. Et le phosphore, ça rend l'acier très cassant quand il gèle. Vous vous rappelez qu'on parle d'une épée qui était utilisée par des gens qui vivaient dans les pays scandinaves. Donc disons que pour l'acier au creuset, on peut pas dire que ce n'était pas le cas, mais on peut encore moins dire que c'était le cas. Et il se peut que ce soit tout simplement de l'acier de très bonne qualité, fabriqué localement dans les pays francs. Donc voilà, ça ne fait pas vraiment consensus au sein de la communauté d'historiens, et je pense qu'on a encore tout à découvrir sur ces armes. Mais du coup, vous pouvez tout de suite vous enlever l'image d'une arme absolument incroyable, faite dans un acier exceptionnel.
parce qu'en fait, on n'en sait rien. Ah oui, au fait, dernière chose, les Ulfberht, en fait, c'était pas des épées scandinaves. Non, mais calmez-vous, je vais vous expliquer. Alors oui, les modèles de Ulfberht, ils ont surtout été retrouvés en Europe du Nord et vers la mer Baltique, là où traînaient beaucoup nos petits copains les Vikings. Mais ça ne prouve pas qu'ils étaient les seuls à en utiliser, c'est juste que on n'en a pas retrouvé d'autres. Et ce parce qu'à cette période, les peuples francs, ils enterraient plus les gens avec leurs épées. C'était une coutume qui a continué aussi longtemps, surtout chez les peuples scandinaves. Donc on n'a aucune preuve que les Carolingiens ne l'utilisaient pas non plus, par exemple. Sachant qu'en plus, il y a des chances pour que cette épée soit de conception franque, donc ce n'est pas du tout illogique. Bon, maintenant que vous savez tout, ou pas grand-chose en fait, en fonction du point de vue sur cette arme, comment elle s'utilise ? Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ce qu'on appelle le combat viking, c'est un petit peu l'enfant mal aimé des arts martiaux historiques européens. Parce qu'on n'a aucune source directe et très peu de sources indirectes qui nous permettent de deviner comment ça s'utilisait. Les seules choses qu'on a, ce sont des pièces archéologiques et les sagas islandaises qui décrivent 2-3 combats. Mais pour rappel, ça reste des histoires largement romancées qui en plus ont été écrites plusieurs siècles après les événements décrits. Mais bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller voir ça. Donc on trouve un peu de tout et n'importe quoi quand on parle de combats scandinaves. Tout simplement parce que on n'a pas grand chose sur quoi se reposer. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de s'inspirer d'armes similaires pour lesquelles on a beaucoup de sources. Alors étant donné que l'arme s'utilisait beaucoup avec un bouclier viking, qu'est-ce qu'on a ici qui ressemble un petit peu... Ah bah oui, l'épée bocle. Alors oui, la taille du bouclier n'a rien à voir, mais on peut très largement s'inspirer de ce qu'on trouve à l'épée bocle pour imaginer et avoir une vague idée de ce que pourrait être le combat à l'épée bouclier viking. Étant donné que la structure des boucliers est exactement la même, c'est 2 boucliers ronds avec un umbo et une manipule. Cela fait des années, notamment en Angleterre, que les pratiquants testent des traités d'épée bocle de André Slinitzer, un maître d'armes allemand du XVe siècle, pour les appliquer au combat viking. D'ailleurs pour la pratique, sachez que cette vidéo complète parfaitement la vidéo que j'avais déjà faite sur le bouclier viking, donc je vous invite à aller la voir une fois que vous aurez regardé celle-ci, comme ça vous aurez au moins mon point de vue sur comment on utilise l'épée bouclier viking. Alors attention, ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas la méthode de combat d'épée bouclier viking, pas du tout. C'est simplement les résultats de mon interprétation et de mon expérimentation et celle de mon camarade de combat. Ensuite, à vous de faire votre propre avis en allant voir ce que d'autres peuvent proposer. Déjà, lors de vos attaques, veillez à ce que votre main soit toujours couverte par le bouclier. Ne faites pas comme dans les films à mettre votre bouclier sur le côté au risque de vous faire shooter la main ou le bras. Étant donné que le bouclier est grand, c'est plus facile qu'avec un bocle. Pensez à le faire tout le temps, tant que la lame adverse n'est pas contrôlée. Les cibles privilégiées sont notamment les tibias, car le bouclier n'est pas assez grand pour les protéger sans avoir à bouger. Faites attention aussi à ne pas trop lever votre bouclier au risque de vous prendre une entaille sur le ventre. En ce qui concerne les mouvements, il faut imaginer que vous tournez constamment autour de votre bouclier, avec des mouvements assez circulaires en frappant au-dessus, sur les côtés ou en dessous. Ici, c'est peu recommandé de frapper fort, parce que si vous faites ça sur le bouclier adverse, votre lame va se bloquer dans le bouclier. Et dans ces conditions-là, les pièces de boxe de André Slinitzer sont parfaites, car elles incluent des attaques hors distance pour faire provoquer l'adversaire, et puis après, des attaques réelles une fois qu'on a passé la défense du bouclier. Et du coup, en appliquant les pièces de Slinitzer, voici ce que ça donne. Dans la première pièce, votre attaque va simplement servir à gagner le centre. Vous devez frapper entre le bouclier et l'épée adverse, puis l'estoquer au torse, tout en le bloquant avec votre bouclier. Si l'adversaire réagit et décale fort avec son épée, vous pouvez lui bloquer ses bras avec son bouclier et le frapper directement au visage. La même chose est possible en faisant ce qu'on appelle un turn shield. Le mouvement de rotation du bouclier va alors vous protéger et bloquer les bras de l'adversaire. La deuxième pièce, le début est sensiblement la même chose, c'est juste que vous attaquez avec une attaque venant du bas. Et si l'adversaire décale, vous bloquez ses bras avec votre bouclier et vous effectuez une rotation avec votre bouclier pour l'entailler au visage. Dans cette troisième pièce, vous commencez par effectuer une attaque hors distance. Celle-ci va faire réagir votre adversaire qui va attaquer. Vous remontez votre épée pour détourner son coup et le frapper au visage, tout en effectuant un turn shield pour protéger votre côté qui est alors exposé. Dans les pièces de Slinitzer, c'est ce qu'on appelle le coup changeant. La quatrième pièce est assez simple, vous effectuez des attaques de sorte à ce que l'adversaire finisse par lever son bouclier et vous les stockez au ventre. La dernière pièce est sensiblement la même chose que la première, vous attaquez pour gagner le centre,
Et si l'adversaire décale, vous effectuez alors un coup plongeant, c'est-à-dire que vous faites une rotation avec votre bouclier pour les stocker au torse. S'il décale loin, vous faites ce qu'on a vu dans la première pièce. S'il décale moins loin, vous faites le coup plongeant. Et maintenant, je vous offre un petit aperçu des oppositions qu'on a pu faire avec mon camarade. Alors ce n'est qu'un aperçu et il est très difficile d'appliquer les techniques dans un sparring, mais au moins ça peut vous donner une vague idée de l'application qu'on a de l'épée bouclier viking. Bien joué, top. J'ai touché? Oui, t'as touché, oui, tu dois toucher, pardon. Très bien. Fin de tournée, fin de tournage du coup? Ouais, on a fini, on vient juste de finir. C'était dégueulasse comme plan, je pense. Oui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez compris qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de cette épée, et en fait autour des peuples scandinaves d'il y a 1000 ans de manière générale. D'où mon rappel qu'il est très compliqué de faire des affirmations sur eux. Donc les Jean-Michel Ragnar en commentaire, hein, calmez-vous. Je remercie Dorian de m'avoir accompagné pour les phases de démo, et je remercie encore une fois Fabrice Cogno qui m'a énormément aidé à écrire cette vidéo. En ce qui me concerne, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, je suis surtout actif sur Twitter et Instagram, et bien sûr à nous rejoindre sur le serveur Discord de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice. Tout va bien.